qui sera présenté par Philippe Momby, mais qui représente les deux autres collègues qui sont ici dans la salle, donc Vincent Mariscal et Jean-Louis Sirou, un groupe de chercheurs de l'Université de Louvain, en Belgique. Donc, je te passe la parole. Même règle du jeu, 25 minutes pour la présentation. Merci. Parfait, merci. Bonjour à tous et merci aux organisateurs d'avoir rendu ce colloque possible. Merci donc à Jean-Louis Sirou et Vincent Mariscal pour la confiance dont ils me témoignent en me rendant responsable de leurs propos ici. Alors, il va y avoir des redondances presque, mais du coup des recoupements, ce qui est l'aspect positif de la redondance par rapport à ce qui vient d'être dit. Puisque nous aussi, on a essayé de... on va aborder certains thèmes en relation avec ce qui vient d'être dit. Alors, penser l'émancipation, ça suppose sans doute de pouvoir saisir les mécanismes qui entravent cette émancipation, au premier rang desquels se trouvent les mécanismes qui parviennent à rendre relativement tolérable aux yeux des individus un ordre social qui est foncièrement inégalitaire et contraire pourtant à l'imaginaire démocratique qui est censé fonder le système politique. Alors c'est vrai que dans ce cadre, on va s'intéresser aujourd'hui aux stratégies de domination en général, comme l'a dit Alessandro, et plus précisément aux mécanismes qui assurent dans nos sociétés contemporaines ce que Frédéric Lordon, c'est là où il va y avoir un lien direct, appelle l'enrôlement des salariés, c'est-à-dire le processus qui conduit les travailleurs à accepter de mettre leurs forces de travail au service du capitalisme. Alors, la question de départ que pose Frédéric Lordon dans son livre, donc, qui a été évoqué, Capitalisme, désir et servitude, elle est toute simple, mais elle nous semble fondamentale. C'est au fond comment est-ce que le capitalisme s'y prend pour mobiliser les salariés au profit de son entreprise au sens large. C'est-à-dire comment est-ce qu'il fait pour comment est-ce qu'il essaye qu'ils s'affairent ces salariés pour un désir qui est pourtant contraire à leurs intérêts objectifs. Alors, Lordon rappelle évidemment, c'est fondamental, que le ressort principal de cet enrôlement des salariés, c'est la dépendance salariale. Dans la vérité crue du rapport salarial et du point de vue de ces structures objectives, si les travailleurs sont prêts à vendre leur force de travail, c'est bien parce que c'est le seul moyen, en tout cas le seul moyen légal, pour eux d'assurer leur subsistance. Alors ceci étant, la thèse centrale de Frédéric Lordon, elle consiste à poser que le capitalisme, sous sa forme néolibérale du moins, il est aujourd'hui marqué par une volonté de rendre cet enrôlement au service du capital total, de subordonner, je cite, la vie et l'être entier du salarié. Donc ça rejoint cette idée de biopolitique, par exemple, qui vient d'être évoquée. Lordon dit aussi de manière à rendre l'ensemble de ses dispositions, les dispositions du salarié et de ses désirs conformes aux objectifs du capitalisme. Et il nous dit Lordon, et c'est ça qui est important, dès qu'il vise, alors, comme dans ce cas, à impliquer de façon plus intégrale les enrôlés dans son projet, il ne peut plus se contenter, le capitalisme, de pousser les salariés par l'aiguillon de la faim. Il doit également associer le travail à diverses formes de satisfaction, ce que Lordon appelle, de façon très générale, des affects joyeux. Alors, il faut évidemment entendre joyeux ici, non pas dans le terme d'une joie réellement ressentie et vécue, mais tout ce qui, quelque part, est du ressort de ce qu'il appelle des affects joyeux. Ça peut être le fait de la reconnaissance de soi, mais ça peut être simplement le fait de pouvoir, avec son salaire, acheter des biens de consommation. Enfin, il y a toute une série de choses, et on va voir qu'au fond, la question, c'est de savoir si à un moment, le fait justement, simplement de pouvoir rester encore un peu en bonne santé n'est pas déjà un affect joyeux par rapport à tous ceux qui ne le sont plus. Donc il s'agit au fond, à travers ces affects joyeux de façon générale, d'amener les travailleurs à envisager leur travail au service du patronat comme un prolongement de leur propre désir. Ça comprend le fait de faire du travail salarié l'alpha et l'oméga de l'existence, d'en faire le lieu de l'épanouissement individuel, de faire des travailleurs ce que Lordon appelle ironiquement, mais de façon assez subtile, de joyeux automobiles, donc des individus capables de se mobiliser spontanément, sans contrainte, et avec joie, entre guillemets, en vue de servir les intérêts du patronat. Alors à cet égard, on pourrait penser à première vue que la réflexion de Lordon se contente d'une certaine manière de rencontrer toute une série d'analyses qui montrent que le rapport au travail des salariés n'est plus réductible à la logique strictement instrumentale de l'accès au salaire. En gros, les salariés demandent à s'investir dans le travail, à y donner du sens. Alors, je pense que c'est important de souligner que l'originalité de Lordon, elle consiste cependant à ne pas se contenter d'une explication fonctionnaliste de ce mouvement, qui envisagerait les transformations de la façon dont on essaie de mobiliser les travailleurs
comme une simple réponse à des conditions externes. Soit réponse à ce premier type de conditions externes qui serait le besoin liquide de l'économie capitaliste moderne, qui est en quête de travailleurs réflexifs, autonomes, polyvalents, notamment dans le cas de l'économie du savoir, soit comme une réponse au fond à la critique du taylorisme, et qui viserait alors à redonner du sens au travail, à ménager quelque part les travailleurs jusqu'à un certain point pour éviter des conflits sociaux à répétition. Alors, au contraire, Lordon nous dit cette volonté de rendre les travailleurs joyeux, elle s'inscrit dans un contexte d'approfondissement du capitalisme. Celui que l'on connaît depuis les années 80, c'est-à-dire celui que l'on connaît depuis que le rapport de force entre le travail et le capital est tellement favorable au second, que celui-ci peut se permettre d'exiger toujours plus, de mettre toujours davantage le travail au service de la rentabilité du capital. Alors, cet effort d'enchantement, enchantement du travail, enchantement des travailleurs, ça participe en ce sens d'une volonté d'alignement total. On cherche à ce que les désirs des travailleurs rejoignent totalement, s'alignent sur ceux du patronat, afin que quelque part, toute l'énergie des travailleurs soit mise au service du projet patronal, qu'il n'y ait pas de déperdition quelque part de l'énergie. Ce qu'il faut bien voir du coup, c'est que ça ne s'oppose en rien, cette volonté de rendre les désirs des salariés conformes au projet capitaliste par un travail d'enchantement, ça ne s'oppose en rien à la brutalité qu'on vient d'évoquer et qui caractérise les conditions de travail actuelles. Qu'au contraire, ce sont non pas c'est pas quelque chose qui viendrait compenser cette brutalité, mais ça s'inscrit dans le prolongement de cette brutalité, c'est-à-dire ces deux moyens d'arriver à la même fin, ces deux faces d'un capitalisme qui peut se permettre toutes ces audaces ou ces outrances parce qu'il perçoit son pouvoir comme quasiment illimité en raison de tous les renoncements, de toutes les pertes de terrain qu'on a évoquées, notamment en termes de capacité de mobilisation collective. Alors, la question qui nous a intéressés, c'est de se dire, bon, d'accord avec leur nom, intéressant, cette production d'affects joyeux, hein, cet enchantement qui cherche à ce que le salarié fasse quelque part, comme Lordon le dit, cause commune avec le capital, c'est bien une des formes que prend la stratégie contemporaine d'enrôlement dans le capitalisme. Alors, on a pensé qu'il restait cependant à se demander si cette stratégie suffisait à expliquer l'énigme, quelque part, de la mobilisation effective des travailleurs au profit du capital. Est-ce que les affects joyeux, s'il y en a, et la nécessité objective de gagner son salaire suffisent à rendre compte des structures subjectives, cette fois, qui amènent chaque jour les salariés à se rendre au travail. Alors, sans rien retrancher à l'analyse de Lordon, nous pensons de ce point de vue-là qu'il est pertinent de la compléter en envisageant les autres ressorts qui amènent les individus à mettre leur force de travail au service du capital, malgré toutes les violences objectives que par ailleurs ils subissent et dont on voit qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Alors, on peut évidemment rappeler que la force de l'habitude est sans doute un de ces ressorts fondamentaux. Force de l'habitude qui, en fait, dès l'entrée à l'école, quelque part, nous conduit à nous mettre 5 jours par semaine au service d'un projet qui n'est en première instance pas le nôtre, mais ça contribue fortement à faire passer l'enrôlement au service d'autrui comme quelque chose de parfaitement évident, c'est-à-dire dans l'expérience subjective des acteurs. Mais au-delà de l'habitude et de la nécessité du travail salarié, dans une économie où on ne peut pas trouver ailleurs et seul ses moyens de subsistance, nous pensons que les salariés acceptent de se mobiliser quelque part au service du capital parce qu'ils estiment en grande partie que c'est légitime, ou à tout le moins que cet enrôlement dans le cadre de la dépendance économique constitue un horizon proprement indépassable et quasiment naturalisé, à défaut évidemment d'être satisfaisant. Autrement dit, le ressort fondamental dont il faut également tenir compte, nous semble-t-il, dans cette analyse, c'est celui du travail de la légitimation. De la légitimation. L'idée est que les travailleurs font plus que consentir passivement, hein, en raison de la contrainte salariale ou par la force de l'habitude, à se soumettre au rapport salarial. Ils donnent souvent à la structure sociale et à la structure des rapports sociaux un relatif assentiment. Un assentiment qui ne dépend pas ou qui n'est pas sous-tendu par une expérience globalement heureuse. Qu'ils apprécient ou pas leur travail, qu'ils s'y rendent avec enthousiasme, avec résignation, voire avec crainte, les travailleurs sont peu nombreux à envisager la possibilité même soit de transformer un rapport de dépendance économique, par la lutte politique par exemple, soit tout simplement d'en sortir. Si même le travailleur complètement désenchanté, celui qui
auquel le capitalisme n'a pas réussi à associer, chez qui il n'a pas réussi à produire des affects joyeux, si ce travailleur désenchanté qui ploie sous le fardeau, nous dit Lordon, des affects tristes, s'il se résigne néanmoins à participer au système capitaliste, c'est parce qu'il vit ce monde-ci comme allant de soi, par la force de l'habitude, mais aussi parce que, même quand ce monde apparaît intolérable, il n'est pas forcément d'alternative à lui opposer. Alors, dans la suite de cette contribution, ce qu'on voudrait essayer de faire, c'est montrer comment des discours permettent de naturaliser et de légitimer l'idée selon laquelle le seul horizon envisageable pour la majorité des individus, c'est d'obtenir leurs moyens de subsistance en se conformant parfois corps et âme au service du projet qui est celui d'une infime minorité d'entre eux. À travers une analyse du discours managérial, on va essayer de penser conjointement les mécanismes qui s'efforcent de faire toujours plus du travail une fin en soi, et d'autre part les mécanismes qui légitiment le fait que les finalités de ce travail sont définies de façon extrinsèque en fonction des désirs du patronat et plus généralement des logiques du marché de l'emploi. Alors, ce travail d'articulation, il nous semble d'autant plus essentiel que le capitalisme a probablement davantage réussi à se faire accepter comme un horizon indépassable qu'à réellement associer le travail à des affects joyeux. Même si on peut dire que c'est une stratégie qui s'est développée dans le néolibéralisme contemporain, on le voit, on l'a encore évoqué, qu'on peut douter de sa réussite. C'est-à-dire, est-ce que vraiment, en dehors de cas marginaux, on a réussi à produire des affects joyeux? C'est pas sûr. Par contre, l'idée que tout ça a produit l'idée d'un horizon indépassable, ça me semble davantage le cas. Et c'est pourquoi on voudrait revenir dans un second temps sur un travail d'enquête récent que l'un de nous a mené à Bruxelles, dans ce qu'on appelle en Belgique des CEFA. Les CEFA, ce sont des centres d'éducation et de formation en alternance. Ce sont des structures sociales scolaires où les élèves passent 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise en tant qu'apprentis. Ce qu'on va essayer de montrer, c'est que dans ce lieu où le travail salarié est très très peu associé à des affects joyeux, un peu comme d'ailleurs on l'a montré dans de larges pans du monde du travail, les réticences, voire les résistances s'expriment principalement, et c'est ça qui nous intéresse aussi de penser, pour penser en quoi ces résistances peuvent à un moment devenir autre chose que juste des résistances individuelles. Ce qui nous semble intéressant de voir, c'est qu'elles sont pensées essentiellement, elles s'expriment dans un registre qui est d'abord moral et qui remet très rarement en question les conditions structurelles de l'enrôlement des individus dans le système capitaliste. Pourquoi est-ce qu'on a voulu travailler en partie sur le discours managérial? Parce que ça nous a semblé une excellente illustration de l'ambivalence des processus évoqués jusqu'ici. Dans les manuels de management que Vincent Mariscal a analysés, on voit bien qu'on essaye explicitement de répondre aux 2 objectifs fondamentaux du management. Alors, c'est d'ailleurs notamment ce qu'ont montré Boltanski et Tchapelot dans le Nouvel Esprit du capitalisme. Si on prend un des objectifs fondamentaux un des principes fondamentaux du management, qui est le fait de rendre les travailleurs autonomes, on voit que ça répond, premièrement, en tout cas on va présenter ça explicitement comme un objectif qui consiste à répondre à la demande des salariés pour leur donner du sens, que ça permet de lutter contre la dictature des petits chefs. Donc justement on va faire comme si c'était une façon de libérer les individus des systèmes hiérarchiques trop rigides. Donc il faut de l'autonomie, et il faut éviter la perte d'investissement liée à la réalisation de tâches qui seraient uniques ou répétitives. Alors de ce point de vue-là, on va avoir un discours du néo-management qui se veut explicitement antiterroriste. La récurrence, d'ailleurs même lexicale, dans le corpus de manuel de management, de ce terme-là, du taylorisme comme étant un terme auquel on s'oppose, est tout à fait remarquable dans le corpus, dans les manuels de management. Alors, mais d'autre part, cette autonomie c'est également explicitement posée comme le meilleur moyen de réaliser l'enrôlement dont parle Lordon, c'est-à-dire de mettre au maximum l'activité des salariés au service de l'entreprise, à travers ce que les manuels de management appellent leur responsabilisation. Mieux que la motivation, la mobilisation, comme l'affirme clairement un manuel de management phare des années 80, qui s'appelle L'entreprise du 3e type, par Archie et Seriex, manuel où les auteurs expliquent l'importance de bien entretenir le capital humain de l'entreprise en se préoccupant, je cite, de la qualité de vie des salariés. Parce que, et je cite encore, la qualité de vie rend les hommes plus dynamiques, plus inventifs, plus motivés. Parce que la qualité des moyens technologiques est l'une des clés de la productivité
et parce que seule la conjugaison de la qualité des hommes et de la qualité des moyens permet à coup sûr d'élever notablement la qualité des résultats. Il s'agit dès lors de faire des salariés de véritables alliés, grâce à leur flexibilité, à leur aptitude à collaborer. Je cite encore, la victoire appartient à qui maîtrise les technologies et l'information, à qui anticipe, à qui réagit vite, à qui assure toujours plus de qualité, à qui n'essaie pas de vaincre seul, à une entreprise qui sait que ces batailles-là, on ne les gagne pas avec des femmes et des hommes qui traînent les pieds. C'est mal, c'est pas bon. On ne les gagne pas sans l'intelligence et l'ardeur de tous, on ne les gagne pas sans alliés. Donc il faut faire des employés, des salariés, des alliés. C'est dans ce cadre qu'on va développer le management par la communication, qui vise la mobilisation autour de projets, la consolidation de la culture d'entreprise, l'échange d'informations, qui permet de créer le climat de confiance nécessaire à la collaboration, créer des réseaux humains efficaces au service de la productivité de l'entreprise, etc. Alors ce qui nous intéresse de montrer, c'est qu'au fond, il y a bien un discours avec une charge très positive, entre guillemets, autour du néo-management, autour de ces affects joyeux, qui va donner une image de légitimité à l'entreprise sur le plan moral. On va promener la liberté, la collaboration, la confiance. Ce qui fait qu'on peut se demander, au fond, comment est-ce qu'on pourrait rejeter ces principes-là, des idées comme l'amélioration de la qualité de vie au travail, ou bien l'humanisme dont ces entreprises prétendent se doter. Il nous semble important de montrer à cet égard que le discours managérial a des effets qui ne sont pas à chercher au niveau des modifications réelles des pratiques en entreprise. Comme on l'a encore rappelé, la surveillance et l'autosurveillance ont bien plus augmenté sans doute que l'autonomie dans les entreprises capitalistes. Dans le même sens, même dans les entreprises, comme on l'a évoqué, de biotechnologie avec des salles de fitness, les conditions sont telles qu'il y a quand même de la résistance dans ce cas-là. Donc, ce n'est pas dans les conditions réelles qu'il faut chercher les effets de ce discours, mais c'est bien en tant qu'effet de discours, en tant qu'effet symbolique, qui entérine une certaine vision du monde, dans ce cas-ci une image positive et légitime de l'entreprise, comme l'a analysé par exemple Bernard Floris. Donc ce discours, c'est certes l'indice de la volonté du capitalisme de jouer sur les affects joyeux pour enrôler les salariés, mais c'est aussi le signe de sa volonté de produire de la légitimation, de produire une légitimité de la structure sociale. Alors, ce qui nous frappe également, c'est de voir que l'hégémonie de ce discours, son caractère hégémonique, se marque dans sa prégnance bien en dehors des entreprises privées. On l'a rappelé, dans les entreprises publiques qui aujourd'hui agissent grosso modo selon les mêmes principes managériaux, on va retrouver cette même logique qui consiste à exiger une pleine soumission des employés à des conditions de travail qui sont marquées par des exigences de flexibilité, de responsabilité, d'évaluation, gestion axée sur des objectifs quantitatifs, etc. Mais le tout avec le tout qui est légitimé néanmoins en termes de liberté, de créativité et de confiance. Alors, on n'aurait pas eu le temps, mais ça aurait été intéressant, on n'a pas le temps, mais ça aurait été intéressant de vous montrer comment une récente campagne de promotion de ce qui a été appelé par cette campagne le fonctionnaire wow. Alors le fonctionnaire wow, donc c'est le service de recrutement du service public fédéral belge qui veut recruter ce fonctionnaire wow, qui est un fonctionnaire à la fois wow parce qu'il est joyeux, parce qu'il est sympa avec ses collègues, mais qu'il est wow parce qu'au fond, il adopte les new ways of working. En gros, flexibilité, liberté, ouverture, mais tout ça avec une charge très positive. Mais de nouveau, ce qui nous intéresse, c'est de dire, tiens, il y a même la fonction publique qui crée des campagnes publicitaires pour légitimer toute cette tendance, tout ce discours. C'est aussi très clair, par exemple, pour donner une autre illustration, dans la sphère éducative, où on voit aussi qu'elle est marquée par ces évolutions. L'exigence de professionnalisation des formations est toujours plus forte, s'appuyant sur l'idée qu'il est absolument légitime que ce soit la sphère économique qui définisse les savoirs, les savoir-faire et même les savoir-être, comme on le voit dans les récentes évolutions du cadre de certification imposé par la Commission européenne, où les élèves ou les travailleurs sont sommés de se former tout au long de la vie pour mieux assurer leur adaptabilité aux besoins du marché. L'école et l'université doivent aussi d'ailleurs aujourd'hui de plus en plus développer chez les étudiants l'esprit d'entreprise, répondant ainsi à des vœux qui étaient déjà exprimés toujours dans le même manuel en 1984 qui disait « L'enseignement et l'entreprise sont chez nous deux mondes qui vivent côte à côte, sans s'apprécier beaucoup, et qui pourtant devraient être faits l'un pour l'autre. » On voit bien que ces vœux, quelques années plus tard, ont été largement exaucés. Alors,
on vient de voir donc le projet de la littérature managériale, c'est de mobiliser les salariés dans le cadre du processus de valorisation du capital. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de voir que dans les CFA que j'ai évoqués tout à l'heure, la réalité est largement plus contrastée. Les CFA, vous l'aurez compris intuitivement, c'est un secteur du champ scolaire qui est en fait l'ultime étape d'une trajectoire de relégation pour les élèves. En fait, c'est parce qu'ils échouent ailleurs qu'ils se retrouvent dans ces structures. Et ce qu'on voudrait montrer, c'est que dans ces structures, le travail en entreprise, il n'est que très marginalement associé à des affects joyeux. Les élèves, ils sont affectés en gros à des tâches d'exécution lorsqu'ils réalisent leur stage, dont ils ne retirent quasiment aucun bénéfice intrinsèque en termes de plaisir, de valorisation de soi, etc. Comme les gars analysés par Paul Willis, et à quelques exceptions près, au fond, ils voient leur travail en entreprise comme un ensemble indifférencié d'activités qui ne sont guère plus attrayantes les unes que les autres, peu importe pour eux en définitive qu'on soit carreleur ou aide électricien. Quant aux bénéfices extrinsèques, c'est-à-dire essentiellement ce qu'ils peuvent retirer en dehors du travail lui-même comme bénéfice, c'est-à-dire une rémunération qui pour ces stagiaires va de 280 à 500 € pour un horaire officiel, c'est-à-dire minimal de 24 heures par semaine. Ces bénéfices extrinsèques, donc cette rémunération, elle est certes suffisante pour les faire marcher, pour les mobiliser un tout petit peu, mais pas pour les faire bien marcher. C'est-à-dire pas avec l'enthousiasme et la conscience professionnelle qui sont attendus d'eux, essentiellement, par les employeurs ou par les accompagnateurs du CFA, c'est-à-dire ces personnes qui tentent de les mettre au travail, qui les aident à trouver leur stage, etc. Et pourtant, générer cette motivation joyeuse chez ces élèves, que ce soit des élèves motivés, qui aiment leur boulot, qui en valent, comme on dit, qui s'impliquent intensément dans leur stage, générer cette motivation, c'est un objectif principal qui est recherché donc tant par les accompagnateurs que par les maîtres de stage, qui sont en fait des employeurs. Et elle est résumée de façon, ce qui est intéressant, en termes lordoniens par un de ces maîtres de stage qui dit « Le problème des élèves, c'est que leur motivation, pour certains, elle est extrinsèque, alors qu'elle devrait être intrinsèque. Donc en fait, ils devraient pouvoir le faire par plaisir, en soi. Pour lui, la rémunération, elle doit être conçue comme une récompense, davantage que comme un salaire. Elle ne doit en rien constituer le ciment de l'engagement des élèves dans leur travail. Et on voit bien ici donc une volonté d'alignement effectivement des désirs des travailleurs sur ceux des patrons, ici de ces élèves stagiaires sur ceux de leurs employeurs. De ce point de vue-là, le CFA, c'est bien un lieu porteur d'affects tristes. On l'a vu. Alors, il y a bien des gens qui résistent, comme on l'a vu dans le milieu du travail. Il y a bien des élèves qui ont des réticences, mais ce qui nous intéresse, comme je l'avais dit, c'est que ces réticences, elles s'expriment essentiellement dans un registre moral. C'est celui qui va consister à distinguer au fond les bons patrons des mauvais patrons, ceux qui respectent la personne, qui respectent le contrat, qui respectent les horaires, qui collaborent avec l'école versus ceux qui trichent. Au fond, il n'y a aucune remise en question des conditions structurelles dans lesquelles se déroule l'activité de travail, pour différentes raisons qu'on pourrait rapidement évoquer, la recherche désespérée du stage, le travail d'alignement des désirs des élèves, de leurs attitudes qui font que, au fond, c'est l'essentiel de la préoccupation des élèves. On n'a presque plus le temps, qu'on soit élève ou qu'on soit accompagnateur de ces élèves, de s'interroger sur ce qui fait qu'il y a des problèmes. Et de l'autre, il y a un processus important de responsabilisation individuelle, c'est-à-dire que c'est au fond, s'il y a des problèmes, c'est soit, comme on l'a dit, le mauvais patron, soit c'est l'élève qui n'est pas assez mobilisé. Ce qui est frappant, c'est que du coup, la conséquence de ça, c'est que la plupart d'entre eux nourrissent moins l'espoir d'une amélioration collective de leurs conditions salariales que celui d'en sortir individuellement en se mettant un jour à leur propre compte, devenir plutôt qu'employé dans un salon de coiffure, son propre patron. Alors pour conclure, on peut rappeler que le travail est aujourd'hui incontestablement un lieu de tension et d'interrogation, qu'au-delà on l'a vu, au-delà de la préoccupation qui est certes majeure pour l'absence d'emploi, le thème de la souffrance au travail qu'on a évoqué est très présent dans le débat public, on en a encore parlé dans un autre atelier ce matin, et très récemment, par exemple en Belgique francophone, il a fait l'objet d'un important dossier dans le principal quotidien belge. Ce qui nous a frappé en analysant justement les discours, par exemple, dans ce dossier de presse, c'est de voir que
les personnes qui sont interrogées, que ce soit les acteurs du terrain, les travailleurs ou les universitaires, sociologues, psychologues du travail qui en parlent, c'est qu'au fond, il y a deux solutions envisagées à ce malaise actuel du travail. La première, elle consiste à privilégier au fond une échappatoire, c'est-à-dire à réduire l'importance du travail, à dire au fond la vraie vie est ailleurs, sans rien changer à la structure des rapports de pouvoir dans la sphère professionnelle. Et la seconde, elle revendique quelque part davantage de bénéfices intrinsèques, plus de sens, plus d'enchantement, moins d'abus les managers, quelque part plus d'affect joyeux au sens large. Alors, ce qu'on espère, c'est quelque part l'analyse que nous venons de proposer, elle a montré que l'enchantement au travail, un peu moins d'abus, s'il vous plaît, un peu moins de conditions difficiles, un peu plus de sens, elle est loin de s'opposer quelque part au problème fondamental qui est bien celui de l'instrumentalisation des travailleurs. Que ça en constitue au contraire un moyen qui coexiste avec l'accélération de la brutalité. Et plus fondamentalement, le point commun, nous semble-t-il, de ces deux solutions envisagées, c'est-à-dire échappatoire ou réenchantement du travail, elles ne permettent pas, ce point commun, c'est qu'elles ne permettent pas d'émancipation collective dans le travail. Elles ne cherchent pas fondamentalement à sortir du cadre et elles n'envisagent pas, à proprement parler, une alternative. Alors évidemment, on comprend la difficulté à penser une autre structure des rapports sociaux quand on analyse, comme on a essayé brièvement de le faire, les mécanismes qui contribuent à légitimer cette structure et à la présenter comme indépassable. Alors, c'est dire l'importance, ce qu'on a évoqué, de recréer des modes d'organisation collective qui permettent d'entendre d'autres choses, et c'est dire l'importance aussi d'opposer à ces mécanismes de légitimation un discours qui permet de penser d'autres possibles. Et à ce niveau-là, ça nous semble-t-il un des intérêts fondamentaux d'une réflexion comme celle que propose Bernard Friot et qu'on n'aura pas le temps d'évoquer ici, en ce qu'elle suggère non pas de rendre le travail capitaliste un peu moins insupportable, ou de libérer la société du travail, entendu comme le tripalium, mais qu'elle propose surtout de libérer le travail de l'emploi, en sortant de la convention capitaliste du travail. Sa proposition concernant le salarié, elle nous semble non seulement avoir le caractère jouissif presque d'un discours qui est offensif, qui propose autre chose, une alternative audible et crédible, et elle fait aussi partie de ces propositions qui sont intellectuellement indispensables, pensons-nous, parce qu'elle pense l'émancipation non pas comme un futur hypothétique, mais comme un horizon dans l'ici et maintenant. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.